où s'est posé de grandes incertitudes. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a le fameux principe dit d'incertitude formulé par Heisenberg, qu'on ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule, et puis il y a même une incertitude sur la nature de la particule, dont dans certains cas se comporte comme une onde, et dans d'autres cas comme un corpuscule, c'est-à-dire deux notions absolument contradictoires. Eh bien, en dépit de ces incertitudes fondamentales, la physique quantique a su les affronter, non pas les éliminer, mais travailler avec elles à des niveaux. Et justement, ce travail a permis que, bien que basé sur des incertitudes fondamentales, l'électronique, tout ce qui est sorti de la microphysique aujourd'hui, donne un certain nombre de certitudes, du moins au niveau où elles peuvent se situer. Alors, on peut dire aussi que l'incertitude a surgi dans l'histoire de la vie avec la conception de Darwin, car je le rappelle, Darwin a fondé l'évolution sur la conjonction de deux facteurs. Le premier, ce sont des variations dites au hasard, et la seconde, c'est un facteur plutôt de nécessité, qui est ce qu'il appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire l'organisme qui n'est pas suffisamment adapté est éliminé. Donc le devenir est apparu comme une combinaison de hasard et de nécessité, à quoi se sont ajoutées les notions de mutation qui essayent de comprendre comment sur le plan génétique aussi ces mutations qui apparaissent par hasard, semble-t-il, peuvent elles-mêmes être sélectionnées ou logées. On peut dire qu'en plus, et de façon plus récente, il n'y a pas eu simplement que ces facteurs évolutifs, on s'est aperçu que de grandes catastrophes ont totalement perturbé et modifié l'essence de l'évolution. La première à la fin du secondaire, en supprimant 90% des espèces existantes, et aussi la prise de conscience du fait que la disparition des dinosaures plus tard n'est peut-être pas le fait d'une sélection naturelle, mais le résultat d'une catastrophe, que ce soit une éruption gigantesque ou un aérolithe, qui ait rendu l'atmosphère impossible pour ces pauvres dinosaures, ce qui, du reste, a favorisé les petits mammifères, nos ancêtres, en leur fournissant une nourriture extrêmement abondante qui leur a permis de se multiplier. Et puis, on peut dire même que l'univers lui-même est entré dans de l'incertitude, puisque après, disons, 1960, après qu'il a... Tiens, oh, excusez-le, hein, il n'avait pas été fermé. Excusez-le. On croit qu'on est certain que tout se passera normalement, mais l'incertitude jaillit quand même. Et oui, alors, l'idée que notre univers n'était pas quelque chose de stable, d'immobile, mais était emporté dans un devenir à partir d'un événement originaire très difficile à concevoir, qui est le surgissement de la réalité énergétique et matérielle à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de vide. Donc l'univers qui jaillit comme un gigantesque choc thermique et qui évolue à travers des agitations, des collisions, des particules qui se créent, collisions qui en éliminent un grand nombre. On suppose que les particules d'antimatière ont été victimes du premier génocide cosmique, c'est-à-dire des particules de matière. Et à travers tous ces mouvements, toute cette agitation, un univers se construit. Mais alors, on se rend compte que pour concevoir cet univers, du reste, dont
le devenir dont le futur demeure très incertain. Aujourd'hui, les théories plausibles semblent être que l'importance de ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est une énergie de dissociation, entraîne l'univers à sa dispersion et à sa dissolution, beaucoup plus forte que les énergies gravitationnelles qui tentent au contraire à le contracter. Mais ce que l'on peut dire, c'est que quand on se considère aussi bien le monde physique, le monde cosmique, le monde biologique, tout semble obéir à un jeu entre, d'un côté, l'ordre, c'est-à-dire un certain nombre de principes de stabilité qui s'apparaissent, sans lesquels il n'y aurait pas d'univers, qui serait un pur désordre, mais aussi de désordre, et qu'à travers ce jeu de l'ordre et du désordre apparaissent les premières organisations que sont les noyaux, puis les atomes, puis les astres, puis les molécules, etc. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas éliminer le désordre, que celui apparaisse comme agitation, collision, rupture, accident, du facteur contraire. Et nous nous rendons compte que, effectivement, dans cet univers-là, c'est fini de la prédiction certaine assurée. Même la récente théorie du chaos physique nous dit que des systèmes qui semblent apparemment totalement déterminés, comme par exemple la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil, qui est mesurable, qu'on peut prédire plusieurs années, voire siècles à l'avance, eh bien, c'est parce que nous disposons d'un temps très court, mais qu'en réalité, il y a des millions d'années, la Terre tournait à une autre vélocité autour d'elle-même et autour du Soleil, et dans des millions d'années, elle tournera à une autre vitesse, c'est-à-dire que de toute façon, bien qu'au départ, il y a un déterminisme, à partir des conditions initiales et du jeu des différents éléments, comme pour le système solaire, les interférences, les interactions entre planètes, tout ceci fait que, effectivement, on arrive à des incertitudes quand on arrive à des problèmes de très grande ampleur. Et l'histoire avait essayé elle-même de considérer, enfin notamment à travers l'école des annales et puis auparavant les conceptions déterministes de l'histoire, d'éliminer les événements, les règnes, les facteurs individuels comme de pure écume, pour ne voir que des déterminismes sociaux, économiques, démographiques, comme les facteurs fondamentaux. Or, là encore, aujourd'hui, on doit se rendre compte que l'événement, l'accident, le désordre interviennent dans l'histoire et que même, on peut dire que l'histoire elle-même, l'histoire c'est-à-dire l'apparition des sociétés historiques, elle-même est un événement qui était imprévisible avant qu'en 7 points du globe surgissent des sociétés historiques, déjà du même type que les nôtres, avec agriculture, avec ville, avec État, avec religion, avec armée, etc. Parce qu'auparavant, sur la planète Terre, il n'y avait que des sociétés archaïques, c'est-à-dire de quelques centaines de membres chacune, des sociétés sans agriculture, sans État, des sociétés de chasseurs-collecteurs, et ces sociétés, du reste, tout à fait viables. Il a fallu qu'au Moyen-Orient, dans le bassin de l'Indus, en Chine, et puis au Mexique, et puis au Pérou, qu'il y ait eu des facteurs encore très mal connus pour que des sociétés se regroupent, peut-être sous l'égide d'une société conquérante, et qu'à ce moment-là, il s'opère une véritable métamorphose entre des sociétés historiques, et nous sommes encore dans l'histoire. Donc, on peut dire que cette histoire qui semble tout à fait naturelle est un événement qui aurait été totalement imprévisible d'un observateur venu d'une planète lointaine, envoyé par son Centre national de la recherche scientifique pour dire « mais qu'est-ce qui se passe sur la Terre ?» Il dit « mais il ne se passera rien, c'est des petites sociétés tranquilles, il ne se passera pas grand-chose. » En réalité, l'histoire est née avec tout ce qu'elle a pu apporter.